សូមអញ្ជើញគាត់យក Prenez vos places. Le greffier, le président. L'audience. Nous reprenons l'audience. J'aimerais inviter Maître François Roux, avocat de la défense, à poursuivre. Merci, Monsieur le Président. Donc là où nous en étions restés, nous parlions du secret, nous parlions de l'obéissance. Nous avons compris de vos propos que vous-même vous obéissiez à vos supérieurs dans la crainte. Est-ce que vos propres subordonnés vous obéissez aussi dans la crainte? Réponse. C'est exact. Plusieurs anciens gardiens de M13, mais on le verra aussi pour S21, disent que vous étiez un chef autoritaire, dur. Que répondez-vous? Réponse. Permettez-moi de vous répondre en quelques mots. Je dirigeais et ma direction était empreinte d'autorité. Je ne parlais pas librement. Lorsque je parlais, je me contentais de traiter le sujet dont il était question. Von Veth m'a donné ce modèle à suivre parce que sur ordre, quel que soit l'ordre, il passait à l'acte, il obéissait. Son Sen m'a également présenté le même modèle à suivre. Le proverbe pour diriger était être à la fois opérer en douceur, mais également opérer de manière stricte. Se retransmettait dans les échelons inférieurs? Est-ce que votre propre subordonné était lui-même autoritaire vis-à-vis de ses subordonnés et ainsi de suite? Réponse. En général, on ne peut pas trouver des similarités exactement transposables. Les cadres
de la 703e division. Était alors, il parlait beaucoup, il n'était pas discipliné, il avait un comportement agité. Moi-même, j'étais fort, j'étais strict et j'étais accompagné d'un adjoint. Donc, en termes de la manière dont on dirige, eh bien, c'est pas la même chose. C'est tout ce que je voulais dire. Je voudrais en venir à ces réunions d'autocritique dont on a parlé, qui faisaient partie de la politique du Parti communiste. Vous avez répondu aux questions tout à l'heure sur ce qui se faisait dans ces réunions d'autocritique. Je n'y reviens pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, dans la conception du parti, quel était le but affirmé de ces réunions régulières de critique et autocritique? Réponse. La critique et l'autocritique, eh bien c'est une interprétation. Il s'agit d'une traduction dans une langue étrangère effectuée pour permettre de comprendre en fait, les mots utilisés étaient en fait des réunions assimilées au parti, des réunions de vie du parti. Donc c'était, d'accord, des réunions de vie du parti. Donc c'était les réunions de vie du parti, alors on mangeait, on ne peut pas ne pas manger. Qu'est-ce que c'est ces réunions de vie? Cela permettait de développer de nouvelles visions politiques. Conforme aux principes du parti à chaque échelon. Donc, dans le cadre de nos réunions de vie, nous développions les lignes de vie du parti. Et ces réunions de vie nous permettaient de comprendre quelle était la ligne
adoptées par le parti. Ces réunions de vie nous permettaient de développer notre propre attitude et comportement. Nous devons développer. Alors nous laissions derrière nous notre individualité pour nous orienter vers une ligne marquée par la communauté. Nous sacrifions notre postulat individuel, notre propre position de pouvoir vis-à-vis de nous-mêmes, en tant qu'individus. Et nous construisions notre postulat collectif. Donc ici, l'objectif était de construire selon une approche marquée par la communauté, de manière à pouvoir construire une vie en communauté. Et ensuite, il y avait donc une dissémination auprès des échelons supérieurs, donc vis-à-vis des échelons supérieurs. C'était une partie très importante. Par exemple, pour ce qui est de l'organisation et du comportement organisationnel. Par rapport à cette question, en 93 ou 94, je me mélange dans les dates, je prie de m'excuser. Non, 73-74. Le parti a développé une ligne, une stratégie organisationnelle. Ça veut dire que quelle que soit la classe d'origine, eh bien, les personnes étaient des cadres dans cette classe en question. Par conséquent, si les personnes étaient nées paysans pauvres, eh bien, ces personnes occuperaient des rôles de leadership pour nous conduire. Je vais vous donner un autre exemple. Dans le secteur 32, dès le départ, Chaicom Ho dirigeait un certain nombre de paysans. C'était ses subordonnés qui étaient également les cadres du secteur. Ensuite, une fois que la nouvelle politique a été mise en œuvre, il est devenu subordonné de ces paysans qui sont devenus, à leur tour, ses supérieurs. Après 75, Tamok est devenu le frère numéro 4. C'était un paysan pauvre. Donc, ces réunions de vie nous permettent de développer la ligne politique. Afin de construire cette ligne politique,
et afin de construire l'organisation politique. Dans le respect des positions politiques, idéologiques du parti. Donc c'est ce qu'on appelle donc ces réunions de vie, et c'est ce à quoi on fait référence par les termes critique et autocritique. Donc, si je me résume, au moment où vous-même vous êtes chef de M13, nous sommes dans un système qui fonctionne sur le secret, nous avons dit, sur l'obéissance absolue aux ordres des supérieurs, nous avons dit aussi, et sur, est-ce que je peux dire, la déstructuration de la personnalité individuelle? Et tout cela dans le cadre d'une guerre civile. Est-ce qu'on peut dire cela, ou en tout cas d'une guerre pour la conquête du pouvoir? C'est pas seulement dans le contexte d'une guerre pour la prise de pouvoir. Il s'agissait des partis et des lignes politiques. Donc ceci était la véritable nature du parti, c'est-à-dire cette position prolétarienne. Guerre civile à cette période. Parlons de M13. Alors, 2 ou 3 dernières questions. Monsieur le procureur Robert Petit vous a posé hier soir plusieurs questions sur votre possibilité de vous déplacer quand vous étiez chef ou directeur de M13. Il vous a notamment demandé de préciser s'il vous était arrivé de passer des nuits à l'extérieur de M13. Il faut aller un peu plus loin. Monsieur Duc, combien de nuits, à votre souvenir, combien de nuits avez-vous passé à l'extérieur de M13 entre 1971 et 1975? Combien de nuits? Réponse? J'ai déjà déclaré à M. Robert Petit, à Maître Robert Petit, dans l'audience d'hier, vous et moi-même, nous sommes restés dormir chez lui, chez ce dernier.
Mais je ne suis jamais allé dormir chez l'enseignant Son Sen. Et Bonvet, la première fois que nous avons reçu l'ordre pour assurer la direction de M13, je suis allé le rencontrer. Donc, au cours de la présentation du 20 juillet, lorsqu'il a reçu l'ordre de Phnom Penh, lorsqu'il recevait les invités à Phnom Penh, lorsqu'il s'en occupait, et lorsqu'il a rencontré les cadres de Phnom Penh, il m'a demandé de passer la nuit dans un hamac, dans son bureau, donc passer une nuit dans ce lieu, et avant de retourner le jour suivant. Une fois, bien, c'est lorsque les détenus, lorsqu'il y a eu une réaction des détenus, eh bien, je suis retourné au centre. À une autre occasion, lorsque Bonvet est revenu d'une séance d'instruction, je l'ai retrouvé. Il était ravi de me revoir et il me dit, Duc, vous pouvez passer la nuit ici. Et donc nous avons discuté. J'ai cherché son conseil. Et j'ai reporté plus tard ce travail de conseil. Je voudrais préciser qu'avec l'enseignant Son Sen, il m'a enjoint de partir à ce moment-là, et après, donc, je suis rentré chez moi. Avec Chuchet, je me déplaçais en fin de journée, et après ma réunion avec lui, eh bien, je suis retourné au camp. Dans le cadre des réunions de vie, eh bien, je n'étais pas habilité ou je n'avais pas d'autorité de tenir cette réunion chez moi, et donc cette réunion s'est déroulée au bureau 305. Donc je me suis rendu dans la matinée. Une fois la réunion terminée, je suis rentré au camp en soirée. Le bureau à Amliang et le bureau 305 était à Krang Prench, dans le district de Piem. Et quand j'ai reçu une moto, j'ai pu la conduire. Et alors je suis allé chez Sun Wisot, alias Kon, qui était le jeune frère de mon supérieur, pour y attendre des instructions de mon chef. Et parfois j'allais aussi à la maison de Kompol, le secrétaire de Pony Le, pour y attendre aussi des instructions. Et donc je me déplaçais sur cette route dans la zone spéciale entre mon bureau et ces différents endroits. Oui, effectivement.
J'avais du travail. Et les cadres que je vais rencontrer me connaissaient. Quand on m'arrêtait pour me contrôler, j'avais toutes les lettres d'autorisation qu'il fallait. Et j'avais aussi un ordre de mission et le nom des cadres que je devais rencontrer. Pour résumer, je pouvais me déplacer, mais dans ce cadre très strict. Merci. Vous avez également indiqué dans les questions qui vous ont été posées que vous aviez peu de marge de manœuvre, mais que vous avez essayé de faire libérer des personnes de M13, ce que par contre vous n'avez pas réussi à faire à S21. Nous parlerons plus tard de S21. Restons sur M13. Pouvez-vous nous donner quelques précisions, pas trop longues, sur la manière dont vous vous y êtes pris pour obtenir des libérations de la part de vos supérieurs, y compris TCE. Pour ce qui est des libérations de détenus à M13, en particulier TC1, j'aimerais à ce stade ne pas parler davantage de l'histoire de TC1. Mais je voudrais surtout parler de quelqu'un d'autre. Il s'agit d'une détenue. Elle a été envoyée à M13 parce qu'on l'accusait d'avoir volé des harengs. Ou plutôt des boucles d'oreilles en or. Et pour ma part, je n'ai pas cru à cette accusation. Et le chef de district ne croyait pas trop non plus à cette histoire. Donc nous avons posé des questions concernant cette histoire. J'ai fait valoir qu'il ne fallait pas incarcérer cette personne à M13 parce que ce n'était pas un ennemi. Mais Komhor m'a répondu, camarade, l'ex-mari de cette femme était un militaire et avait un certain rang dans l'armée de Lon Nol. Alors j'ai essayé d'expliquer à mon chef ce qu'il en était.
Je lui ai dit que son mari était peut-être un soldat, était peut-être un ennemi, mais il l'avait quitté. Et nous ne devrions pas arrêter des gens dont nous ne sommes pas sûrs que ce sont des ennemis. Et ce que nous voulons, c'est libérer les gens, plus que libérer encore le territoire. Après cette discussion, mon super m'a dit que je devais encore attendre quelques jours. Et une semaine plus tard, il m'a dit, tu peux libérer cette femme. Un autre exemple. C'était en août 1971. Pour cette femme, c'était août 71. Et un autre exemple remonte à la fin du mois d'août ou peut-être le mois de septembre. Cela concerne KW30. KW30 avait tranché la tête de quelqu'un avec un couteau. Il a reconnu que c'était un conflit personnel et sur ma recommandation, on a décidé de l'incarcérer quelques jours puis de le libérer. Le troisième exemple, je vous en ai déjà parlé, mais pas dans le détail. Il s'agit du cadre du Front Uni, 4 cadres du Front Uni. Ils s'étaient disputés et dans ce cas-là aussi, j'ai demandé la libération des intéressés et on a accepté cette recommandation que j'avais faite. Plus tard encore, j'ai libéré une autre personne, celle qui avait vendu des vaches. Je ne pensais pas que quelqu'un qui vendait une vache était un ennemi. Et j'ai insisté pour qu'on le libère. Et à l'époque, j'ai obtenu sa libération. J'ai aussi pensé à l'époque qu'il ne fallait pas liquider des jeunes comme ça. Qu'il ne fallait pas liquider ou tuer des adolescents. Et j'ai donc essayé d'obtenir l'approbation de ne pas tuer. J'ai réussi dans un cas. Je suis allé voir Von Vett et Von Vett a accepté la libération. En fait, pour ce qui concerne TC1, ça a été très difficile. J'avais peur de me retrouver dans une situation difficile moi-même. Mais donc, globalement, j'ai fait libérer 10 personnes. Et c'est un très petit nombre de gens par rapport à tous ceux qui ont été torturés, tués à M13A.
je ne considère pas cela comme un acte particulièrement valeureux. Je me demande même pourquoi on a accepté ces demandes de libération que je faisais. Ce sont des libérations qui ont eu lieu avant 1973. Sauf pour Ham In, qui lui a été libéré après 1973. Et donc la ligue politique consistait à mobiliser les forces du front. C'est après cela que cette politique est adoptée. Je ne considère pas que mes tentatives de faire libérer des gens soient quelque chose dont je dois particulièrement me féliciter, mais c'est la vérité. C'est un peu comme une goutte d'eau dans l'océan par rapport aux crimes que j'ai commis. Alors justement, à propos de cet océan, on a beaucoup parlé des tortures qui ont été infligées à M13 sous votre direction. Je ne pense pas utile d'y revenir. Vous avez reconnu l'essentiel. Je voudrais juste revenir sur un fait que vous avez évoqué hier. Vous aviez expliqué à la Chambre que vous aviez essayé une méthode de torture qui consistait à faire baigner une des détenues dans l'eau et à l'exposer ensuite au vent froid. C'est bien exact? D'abord, peut-être une première question qui provient peut-être d'une difficulté de traduction. Est-ce que cette personne, cette détenue, était habillée quand elle a été plongée dans l'eau ou nue? Je dois préciser qu'il n'y a pas eu de pression exercée sur la détenue pour être immergée dans l'eau. Simplement, on l'a fait se baigner dans l'eau. Alors, comment cela s'est passé? Avant de torturer qui que ce soit, je ne le faisais jamais avant de savoir, de prendre connaissance du dossier. Et pour ce qui concerne cette femme, c'était une prostituée. Elle avait été prostituée. Et l'ennemi l'avait envoyée comme espionne dans la zone libérée.
C'est en tout cas ce qu'elle a avoué. Et je voulais savoir combien de gens l'avaient accompagnée. Et je ne l'ai pas torturé à ce moment-là. Nous lui avons posé des questions. Ensuite, je l'ai amené à un autre endroit. Je lui ai demandé quel âge elle avait. Elle a dit qu'elle avait 28 ans. Je lui ai regardé dans la bouche et j'ai compté ses dents. Et je lui ai donné l'ordre de compter ses dents elle-même. Et il n'y avait pas 32 dents. Or, je sais que quelqu'un qui arrive à l'âge de 28 ans a en principe 32 dents. Donc, elle m'avait menti. Puis je lui ai posé l'autre question. Je lui ai demandé si elle sentait le froid. Et nous avons voulu là aussi tester pour voir si elle mentait ou non. Puis je lui ai posé d'autres questions. Après, un autre jour encore, je lui ai posé des questions selon ces techniques d'interrogatoire. C'est un peu au-delà de la question que vous avez posée. Hier, j'ai aussi dit que je n'avais ordonné à personne de faire se déshabiller les détenus. Et pour les femmes, au moment où elles devaient se baigner dans l'eau, on risquait que des parties de son corps soient exposées et que cela provoque une certaine émotion. Il est normal qu'une femme, quand elle est mouillée, les vêtements soient plaqués sur son corps. Ce qui fait qu'on peut voir les formes de la femme, ses hanches et ses seins. Et c'est pour ça que j'ai mis un terme à la torture qui consistait à faire se baigner une femme dans l'eau et ensuite à être exposée au vent froid. J'y ai mis un terme. Voilà, donc pour être précis, je n'ai obligé personne à être nu
pour le plonger ensuite dans l'eau, car je ne voulais pas avoir les parties génitales des détenus, de qui que ce soit. Et vous aviez ajouté hier que vous avez mis un terme à cette séquence, à cette scène, parce que ça avait provoqué une trop forte émotion. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Quand les vêtements sont plaqués sur le corps d'une femme, on en voit la forme du corps. Et du coup, il y a un malaise. Et ce malaise, nous l'avons ressenti, camarade Pon et moi-même. Et c'est pour ça qu'on a arrêté là. Et je me suis dit que si nous-mêmes commettions une faute, nous serions tous décapités. Hier, j'ai aussi dit au coprocureur ou au juge, je ne sais plus, que c'était une méthode de toute façon inutile. Pourquoi? Parce que si on plonge quelqu'un dans l'eau et qu'ensuite on l'expose à l'air, et il s'agit donc de cette femme qui s'appelait Sok, j'ai constaté que ses réponses n'ont pas changé pour autant. Elle a continué à affirmer que personne ne l'avait accompagnée et qu'on l'avait envoyée seule. J'en ai conclu qu'elle ne cachait pas la vérité, que ce genre de torture était non seulement dangereuse, mais risquait de tourner à l'incident. Qu'est-ce qu'est devenue cette femme, donc? Réponse. Les autorités de la zone sud-ouest ont décidé de la liquider. Et vous avez ordonné de le faire? Oui. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui, donc? Sous le régime, à l'époque, on obéissait aux ordres du parti. C'était un devoir. Et maintenant, on voit dans ces actes un crime. Et on comprend que cette femme a été victime. À l'époque, sous ce régime, il n'y avait pas d'autre alternative que de respecter la discipline du parti.
Et je persiste à le dire. Je persiste à dire que, en tant qu'être humain, parfois nous devons faire un travail que nous n'aimons pas. À l'époque, je me citais un proverbe français pour contenir mon émotion. Je l'ai mémorisé à l'époque. Peut-être pas de façon tout à fait exacte, mais ce poème, gémir, prier, est également lâche, fait énergiquement ta longue et lourde tâche. Dans la bois où le sort ta voulu t'appeler. Et puis, après, comme moi, souffre et meurt sans parler. Bạn này thả, bẹt lộn tụi mày mòn chẳng hài, thử tay. Đôi mình bàn sloi tọp nâng sầm nuông, mùi nà chạy đẹp. Le président, Maître Roux, je crois comprendre que nous n'avons pas d'autres questions à poser. Du côté de l'accusation, Monsieur Robert Petit. Merci, Monsieur le Président. Au risque d'être un peu trivial, je voudrais une précision, car dans la traduction de l'un des commentaires de l'accusé, j'ai entendu dire que M13 a été attaqué, c'est en tout cas ce qui a été dit en anglais. Alors je voudrais que l'accusé nous précise ce qui s'est passé. Il nous a dit qu'à un moment donné, il a dû s'absenter pour une nuit de M13 quand M13 a été attaqué. Encore une fois, c'est ce qui a été dit en anglais. Je crois ne pas être le seul à l'avoir entendu. Est-ce que l'accusé peut nous préciser ce fait, car ce serait un fait nouveau et pertinent concernant M13 si cela s'avérait exact. Vous pouvez donc demander à l'accusé de préciser la chose. Merci. Le président, Monsieur Kangail, est-ce que vous pouvez préciser ce terme parce que l'usage du terme attaqué a été fait et nous comprenons donc qu'il y a eu un combat. Il y a 30 victimes, alors on parle de quoi ici? Il y a eu une attaque. Est-ce que c'est une attaque perpétrée par d'autres forces? Qu'est-ce qui s'est passé? Réponse. Mes remerciements s'adressent au président ainsi qu'au co-procureur de manière et je les remercie car ils me permettent de préciser les événements. Les victimes qui étaient détenues
ont attrapé les fusils des gardes et se sont évadés, se sont enfuis. Le président, il nous semble que la réponse est claire. Si vous avez quoi que ce soit à ajouter, voilà. Bien, nous arrivons à l'heure du déjeuner. Nous allons faire une pause déjeuner et nous reprendrons à 13h30. Je demandais à ce que l'accusé soit ramené au centre de détention et j'invite le public à revenir dans cette enceinte un petit peu avant 13h30. Je vous remercie.